Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Surtout qu'aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quel jour, puisqu'il s'agit de mon retour sur YouTube. Et oui les amis, avant que la vidéo ne commence, j'aimerais vous parler un peu des quelques changements qu'il y a eu sur la chaîne. Si ça ne vous intéresse pas, je vous invite à aller directement au chapitre suivant pour skip, parce que vous n'êtes pas forcément venu pour m'écouter parler de choses un peu inintéressantes. Donc, comme vous avez pu le constater, le logo, la bannière ainsi que l'intro vidéo ont changé. Donc ça, c'est pour les petits changements visuels. Après, j'ai décidé de changer le rythme des vidéos. Dorénavant, il y aura une vidéo toutes les 2 semaines. Parce que voilà, une vidéo, ça prend du temps à monter, à filmer. Pour moi, c'est un petit peu compliqué. Il y aura des lives de temps en temps et des vidéos gaming aussi. Et donc, voilà. Maintenant, on passe directement à la partie qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire la vidéo. C'est parti! Aujourd'hui, nous sommes le 8 mai, date symbolique puisqu'il s'agit de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, qui aura duré au total 6 ans, du 1er septembre 1939 au 8 mai 1945 en Europe et début septembre dans le monde entier parce que le Japon a continué la guerre. Vous le savez déjà, cette guerre a opposé les Alliés, donc la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, à l'Axe, le Japon, l'Allemagne et l'Italie. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur cette guerre avec Vous vous doutez sûrement, et vous le savez sûrement vu que vous n'êtes pas idiot, les drones, ça n'existait pas en 1940. Donc à la place, on utilisait des pigeons pour photographier depuis le ciel les positions ennemies. Donc du coup, si on prend un petit peu de recul, eh bien on en déduit que les pigeons sont les ancêtres des drones de reconnaissance de l'armée. À l'époque, il n'existait aucun ordinateur sophistiqué pour savoir si les ingénieurs avaient conçu de bons et de solides avions. Du coup, eh bien, on faisait beaucoup plus simple. On construisait d'énormes tunnels avant pour tester les avions. On le mettait à l'intérieur et on mettait la soufflerie en marche. Enfin, on voyait si aucune pièce de l'avion ne se détachait. Bon, ils faisaient comme ils pouvaient, hein. Mais je me dis qu'aujourd'hui, heureusement qu'on a les ordinateurs et qu'on teste pas seulement nos rafales en soufflerie. Que sinon, je pense qu'il y aurait quand même eu beaucoup de fails. Vous le savez sûrement, mais l'URSS, donc l'ancêtre de la Russie, avait une armée composée d'un nombre énorme de soldats. Environ 34 millions d'hommes ont été mobilisés pour cette guerre. Donc c'est plus que la moitié de la population française. Eh bien sachez que 80% des hommes nés en 1923 n'ont pas survécu à la guerre. En tout, on estime que 26 millions de soldats soviétiques ont perdu la vie pendant cette guerre. Sans surprise, l'URSS est le pays qui a perdu le plus de soldats. De nombreux jeunes adultes ont menti sur leur âge dans le seul but de vouloir défendre leur pays. Parmi ces hommes, il y avait Calvin Graham. C'est un jeune américain qui a eu le mérite d'avoir été le plus jeune soldat de la Seconde Guerre mondiale. Il s'est engagé dans la marine américaine en 1942 à l'âge de seulement 12 ans. Son âge réel n'a été révélé que lorsqu'il a été blessé, mais il décédera bien après la guerre, le 6 novembre 1992. Le jeu du Monopoly a permis à des soldats alliés de s'enfuir. Je sais, ça peut paraître un peu bizarre, mais pourtant c'est bien réel. C'est un jeu de société connu de tout le monde, mais pas si récent, puisqu'il a été créé en 1935. Pour occuper les soldats prisonniers en Allemagne, le Troisième Reich a autorisé la Croix-Rouge à leur envoyer des jeux.
Les services secrets britanniques ont alors eu l'idée de dissimuler des cartes, des boussoles et de l'argent pour aider les prisonniers à s'évader. Hitler n'est jamais monté dans la tour Eiffel. En juin 1940, les nazis envahissent Paris. Alors, le dictateur allemand vient dans la capitale française pour y faire une petite visite. Il visitera l'Opéra Garnier, le Sacré-Cœur et les Invalides, mais il restera au pied de la tour Eiffel. La raison est simple, les ascenseurs ne fonctionnent plus. Les câbles ont tous été coupés. À la place de monter les très nombreuses marches de la tour Eiffel, eh bien il s'est plutôt résigné à regarder la tour depuis le Trocadéro. Bah oui Adolphe, tu as envahi notre pays, alors crois pas qu'on va te laisser faire du tourisme tranquillement, hein. Le 6 juin 1944, c'est le fameux et tant attendu débarquement des Alliés en Normandie. Mais connaissez-vous l'origine du nom des plages qui ont permis l'arrivée des soldats en France? Pourtant, ce n'est vraiment pas compliqué. Pour Omaha Beach et Utah Beach, les généraux américains ont juste donné le nom de l'État dont ils étaient originaires. Le général anglais Montgomery, lui, décide de donner des noms de poissons aux plages. Goldfish pour Gold Beach et Swordfish pour Sword Beach. Et pour la dernière, Juno Beach, c'est une référence à la femme d'un commandant canadien. Adolf Hitler avait un neveu nommé William Hitler. Ce dernier, pas très convaincu par l'idéologie nazie, a préféré changer de camp et a combattu aux côtés des Américains. Et pour éviter d'être victime de son nom de famille, il décide de le changer pour Stuart Houston. Il devient donc William Patrick Stuart Houston. Et c'est en 1944 qu'il décide de s'engager dans l'US Navy, la marine américaine. Les nazis avaient une base militaire en Norvège pour fabriquer des bombes nucléaires. Et c'est seulement 11 soldats norvégiens qui ont fait exploser l'entrepôt et ont peut-être évité une très grosse catastrophe. Pour la petite anecdote, les soldats norvégiens ont dû attendre un de leurs compatriotes qui travaillait dans la base pour qu'il puisse chercher et récupérer ses lunettes.